ABK Matin, l'interview. Didier Yimko est mon invité ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Didier Kouamon. C'est un plaisir de vous avoir encore justement aux questions que vous défendez, les questions liées à la biodiversité. Ouais. Et cela me donne l'occasion d'évoquer avec vous d'entame la 16e Convention des Nations Unies sur la diversité biologique qui a lieu en ce moment même à Cali, on est en Colombie, et qui s'achève aujourd'hui. Comment c'est déjà, bénéfique qu'est-ce pour que la biodiversité? Oui. La biodiversité désigne les êtres vivants, et les milieux, les écosystèmes dans lesquels ils se trouvent, c'est-à-dire dans lesquels ils vivent, quoi. C'est ça la biodiversité. Donc, s'il faut parler de façon élémentaire, la biodiversité, c'est les animaux, c'est les oiseaux, c'est les reptiles, et puis dans les milieux où ils vivent, c'est-à-dire la savane, les forêts, et puis les cours d'eau. On en parle parce qu'aujourd'hui, la biodiversité est très menacée par les problèmes de changement climatique. La biodiversité est menacée par la pollution chimique. La biodiversité est menacée par la déforestation. Vous avez vu, par exemple, au Cameroun, vous avez entendu parler des chimpanzés qui sortent de leur habitat. C'était à Niabizan, dans le sud, évidemment parce que il y a eu la construction des barrages qui détruisent leur habitat naturel. Vous vous souvenez, à une certaine époque, on avait trouvé des serpents dans la maison d'un patriarche milliardaire à Bonanjo. Les gens, peut-être, ont mobilisé un certain nombre de causes initiatiques et même métaphysiques, oubliant qu'en détruisant la mangrove, les reptiles à la recherche d'un autre habitat pouvaient se retrouver dans des zones chaudes, comme dans les maisons. Et il y a par exemple les chauves-souris qui habitent aujourd'hui dans les manguiers à Bonanjo, qui autrefois vivaient dans les mangroves. Donc il y a autant de facteurs anthropiques, c'est-à-dire les activités humaines comme ça, là, qui malheureusement sèment la désolation dans le milieu de la biodiversité, agressent la biodiversité. Évidemment, cela peut expliquer la tenue de la COP16. La COP16 dans ce pays-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce que, Didier Kouamon, l'essentiel aujourd'hui, c'est de tout faire pour maintenir l'équilibre entre les exigences écologiques, environnementales, anthropologiques, culturelles et les impératifs du développement. Parce que, comme disait un philosophe français, on ne peut pas mettre le développement sous le boisseau parce qu'il faut protéger l'environnement. Et quand on parle de COP, c'est thème qui semble savant ici. C'est conférence des parties. Conférence des parties, donc Conference of Parties, en anglais, of the Parties. En anglais, donc c'est cette réunion officielle des pays qui sont signataires d'un traité international, c'est bien cela? Oui, pour évaluer et discuter. Tout à fait. Voilà. Tout part de Rio. Tout est parti de Rio. En quelle année? Nous sommes en 92, le sommet de Rio, qui a été sanctionné par 3 grandes conventions, ce qu'on appelle la convention de Rio. Il y a la convention cadre sur les changements climatiques, il y a la convention sur la biodiversité, évidemment la convention sur la désertification. Ça, c'est les 3 grandes conventions qui ont sanctionné le sommet de Rio. Et pour ce qui est de la biodiversité, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, mais sauf que malgré des mesures qui sont prises pour la protection de la biodiversité, de plus en plus on se rend compte que elle est très menacée. Vous avez des espèces qui sont menacées d'extinction. Vous avez des espèces qui doivent être protégées. Vous avez des cours d'eau qui aujourd'hui sont devenus des réceptacles ou bien des décharges, des dépotoirs, des déchets plastiques, avec le fait qu'il y a des espèces de baleines qui aujourd'hui disparaissent pour avoir avalé les déchets plastiques. Quelqu'un me disait dernièrement que si rien n'est fait, d'ici 2100, on n'aura plus de déchets plastiques en mer que de poissons. Et puis cela interroge quand même des scientifiques.
Et puis le rôle de scientifique, c'est à un moment donné, sur la base des examens, des études bien menées, présenter aux politiques, bon voilà la situation aujourd'hui. Parce qu'en fait, derrière tout cela, Didier Kouamouo, l'homme n'est pas exclu de la biodiversité. Oui. Tu vois, non? Dans la chaîne alimentaire, si on ne protège pas du microplancton ou bien du micro, je ne sais pas quoi, champignon, si on ne protège pas cette chaîne alimentaire-là, c'est même l'espèce humaine qui est menacée d'extinction. Donc, la chaîne alimentaire qui est encore considérée comme la chaîne d'énergie, mange-moi pour être mangé, c'est ça comment on explique un peu la chaîne alimentaire. Il faut maintenir cet équilibre-là pour que l'homme puisse survivre à cette technologie qui avance à une vitesse de lumière. Il faut faire attention sur la pollution, j'ai parlé de la pollution, sur les déchets. Si il y a même l'ouvrage, l'avant-dernier ouvrage de notre excellent compatriote Hachem Bembe, Brutalisme, qui fait tout un réquisitoire sur le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce monde? Est-ce que c'est un monde où il y a une nouvelle, ce qu'il appelle la nouvelle religion, qui est celle des déchets, l'homme déchet, où aujourd'hui on est obligé est-ce qu'il ne faut même pas revoir notre modèle de consommation? Parce que le modèle de consommation aujourd'hui, c'est un modèle, on est au jetable. Et c'est qui est à l'origine de la production des milliers de tonnes de plastique. Donc, c'est un sujet assez sérieux, donc qui demande qu'à un moment donné, que les gens puissent se retrouver autour d'une table ronde pour décider effectivement de l'orientation qu'il faut donner à notre planète qui est malade. Absolument. Et là, on parlait de la 16e convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Être à la 15e qui s'est passée à Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. Même mon invitation est arrivée tard. Ah oui? Oui, je devais être là parce que j'étais invité par... Non, je vais vous dire bienvenue au Cameroun. Comment ça se fait que votre invitation soit arrivée tard? Oui, on me l'a dit très tard, il n'y a pas le temps. Mais qui vous l'a dit très tard? Oui, qui aimait l'invitation? L'invitation, je ne sais pas d'où est venue l'invitation, parce que le secrétaire exécutif, parce qu'il y a un secrétaire exécutif dans l'extrême nord, c'est-à-dire qui couvre les trois zones, le nord, l'extrême nord, le nord et l'Adamawa, qui sont des zones prioritaires par rapport à la lutte contre la désertification. Il y a tout un secrétariat là-bas. Le secrétaire a été nommé par le président de la République. L'actuel secrétaire, c'est l'ancien délégué régional du Ménébrep du littoral, M. Barré. C'est lui qui arrive à Abidjan. Mais je ne sais pas comment il a fait là. Il m'a appelé, il m'a dit que moi je vois ton nom quelque part ici. Mais je te vois où pas. es-tu? Je dis que je suis même pas au courant. Il me l'a dit, il m'a appelé au téléphone, il me dit mais moi je vois ton nom là, mais où es-tu? Je dis que je suis même pas au courant. Donc aujourd'hui il doit être en Colombie parce que il occupe quand même un poste assez important dans cette affaire. Même Madame Elundu, qui est l'ancienne déléguée départementale de l'environnement ici au littoral, à Douala, je suis convaincu qu'elle doit être là-bas parce que c'est elle qui est le point focal biodiversité, convention biodiversité au ministère de l'environnement à Yaoundé. Voilà donc. Mais ce qui me gêne, c'est que on invite uniquement les fonctionnaires dans ces grands cénacles, alors que les personnes même cibles qui devaient être dans ces séminaires, je sais pas, ces conférences-là, en fait, c'est des élus locaux. Mais je crois que c'est le moment pour vous de commencer à demander à composter votre invitation, votre ticket pour la COP 29 qui aura lieu en novembre. Oui, en novembre prochain. Beaucoup de gens disent que peut-être que je ne travaille pas assez. Il ne faut pas dire beaucoup de gens. Certains disent. Certains disent Oui, que c'est parce que je ne travaille pas assez. Qui ne comprennent pas pourquoi à divers corps je ne suis pas invité. Travailler assez, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'ils mettent dans travailler assez? Je ne sais pas, tu vois, ça c'est des critères subjectifs. Donc vous ne pouvez pas, ne vous faites pas vous-même la caisse de résonance de ceux qui disent des choses subjectives, des choses invraisemblables. Oui, moi je leur demande, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être invité à la COP. Il faut déjà écrire à qui de droit, je ne sais pas qui c'est, ce sera à Bakou.
en Azerbaïdjan, Voilà. du 11 au 22 novembre prochain. Voilà, prochain, allez, voilà. je vous souhaite d'y être. C'est demain, hein? Oui, c'est bientôt. Donc vous devriez déjà avoir votre invitation à l'heure qu'il est pour pouvoir sacrifier aux formalités d'usage. Alors parlons à présent d'autre chose, Didier Mkwa, laissons là la COP. Hein. Vous irez à la COP en temps opportun, forcément Le ça se jour fera. où Dieu voudra, j'irai. Voilà, le jour où les hommes aussi voudront, parce qu'il y a Dieu qui a d'autres problèmes, hein. Il y a des problèmes très importants aussi, comme les inondations en Espagne, Didier Mkwa. Et j'en parle parce que nous sommes vendredi écolo. En Espagne, on parle d'arbitrage controversé entre sécurité du public et intérêt économique en ce qui concerne justement les inondations qui ont eu lieu de ce côté-là. On parle déjà de 158 morts selon un dernier bilan, des dizaines et des dizaines de disparus, des villes sinistrées, des villes de 27 000 habitants sinistrés. Didier Mkwa, comment est-ce qu'on en arrive là? Rappelons que 155 personnes sont mortes dans la région de Valence seulement, qui est la zone la plus durement frappée, selon les derniers chiffres communiqués jeudi par les services de secours locaux, et on dénombre en tout 158 morts. Ce sont des inondations. Mais ces gens qui ont les moyens, quand je dis ces gens, c'est une façon de dire ces pays qui se dotent des moyens de prévention, j'allais dire autrement plus importants que les nôtres, en sont quand même à subir les contre-coups des inondations. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas un bon mécanisme d'adaptation au changement climatique. Mais c'est tout. Ce n'est pas, c'est pas une calamité naturelle. Parce que les gens ont toujours tendance à vouloir faire croire que les inondations, comme ces inondations continentales-là, relèvent d'une catastrophe naturelle. Je dis que c'est faux. C'est connu depuis 1992, disait Kwame, qu'il y a un problème, qu'il y a un réchauffement des océans, qu'il y a un changement climatique et que l'une des conséquences de ces changements climatiques, c'est des phénomènes météorologiques extrêmes. Et en ce moment, il faut prendre des dispositions. Cela pose un problème d'aménagement du territoire. Il faut prendre des dispositions. Donc, avec le boom démographique, vous ne pouvez pas continuer aujourd'hui de vivre comme si les changements climatiques étaient des faux slogans. Loin s'en faut, il faut faire attention. Voilà par exemple un exemple. On parle de l'Espagne, on parle de cette ville-là. Moi, je suis dans un certain nombre de forats où les gens se gargarisent en faisant croire que c'est normal qu'il y ait des inondations à Douala, c'est normal qu'il y ait des inondations à Yaoundé, c'est normal qu'il y ait l'affaissement, l'effondrement des maisons dans les bas-fonds, c'est normal qu'il y ait l'affaissement des routes, parce que tout cela est lié au changement climatique. Je veux bien. Sauf que les mêmes personnes ne vont pas faire la comparaison pour ce qui est de la prise en charge. Ils vont faire des comparaisons par rapport à cela. Parce que dans ces pays, la prise en charge, ce qui se passe ici chez nous, ça n'a rien à voir sur le jour et la nuit. Mais je dis, une fois de plus, que la mauvaise gouvernance n'a pas de race, n'a pas de religion, n'a pas de sexe. Si vous n'êtes pas préparé en construisant les infrastructures d'assainissement adéquates, fiables, qui ont une capacité hydraulique de drainer les eaux de pluie, de contenir les eaux de pluie, à chaque fois lorsqu'il y aura de fortes précipitations, il y aura inondation. Parce que là, ce n'est pas un cours d'eau en crue. Parce que lorsqu'un cours d'eau est en crue, évidemment, il peut avoir, le surplus peut se déverser, il y a inondation. Mais là-bas, ce n'est pas des cours d'eau qui sont en crue, M. Didier Kwame. C'est parce qu'il y a eu abondamment d'eau, il y a eu de fortes précipitations suivies des torrents d'eau, mais qui n'ont pas été bien drainés. Ça veut dire que la capacité hydraulique de ces infrastructures ne tiennent plus. Il faut en passer, il faut anticiper. Et puis, il faut faire attention. Une telle situation peut entraîner la chute d'un régime. Hein. Ah ben oui, il faut faire attention parce que cela démontre qu'il y a des choses qui ne sont pas faites bien avant pour contrecarrer. Ou bien, parce que, il faut dire la vérité, l'homme ne peut pas agir. C'est vrai que nous avons peut-être des talents qui sont à mesure de brûler la pluie, mais l'homme ne peut pas agir directement sur les précipitations. Mais l'homme peut prendre des dispositions pour réduire la vulnérabilité des personnes, la vulnérabilité des personnes à mobilité réduite, la vulnérabilité des infrastructures socio-économiques. Parce que moi, j'ai vu des photos. Ces photos-là ne sont pas des photos pittoresques. Hein.
Vous avez vu, il y a des voitures qui sont noyées, il y a des maisons qui sont sous l'eau. Et c'est ça qui entraîne des morts, autant de disparitions. Et il faut attendre à ce qu'il y ait peut-être une épidémie, un risque sanitaire, parce que il n'y a pas que les hommes qui disparaissent, il y a aussi les animaux de maison, les animaux domestiques qui vont mourir et qui vont se décomposer et qui vont peut-être, cette décomposition va peut-être contaminer les eaux de consommation et cela pourrait entraîner des épidémies de large, à une échelle inestimable. Donc moi je crois que cela pose une fois de plus, ce n'est pas parce que c'est en Espagne qui ne se poserait pas les problèmes d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain. On anticipe aujourd'hui sur ces choses-là. Didier Kouamouo, les changements climatiques sont considérés aujourd'hui comme des maladies chroniques. Si je vais à l'hôpital, on détecte une maladie chronique, inguérissable. Et on me dit, mais malgré ça, monsieur Yimkwa, voilà comment vous devez vivre. Voilà votre protocole de vie. Si vous respectez ce protocole, vous allez vivre longtemps jusqu'au jour où peut-être Dieu va vous appeler. Mais si vous transgressez, si vous avez oublié de travestir, on vous dit par exemple, ne mangez pas de l'huile rouge. Vous dites que moi je suis un bazou, moi j'aime le coquet. Vous mettez de manger le coquet, mais cela va anticiper votre mort. Vous comprenez? C'est la même chose avec les changements climatiques. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes d'adaptation. Quand il y a inondation, ça veut tout simplement dire que les caniveaux ou bien les drains qui ont été conçus pour drainer les eaux ne sont non plus une capacité hydraulique de bien faire le travail. C'est pour ça qu'il y a inondation. Il n'y a pas d'inondation parce que le diable s'est installé là-bas, malheureusement. Et ce qui est vrai là-bas le serait encore en pire ici. Ah oui, parce que si vous vous souvenez, il y a une année, je crois 2002, il y a eu presque 8 jours de pluie ici, les gens, mais c'était la catastrophe. Les gens sont déplacés. À l'époque, je crois que c'est le gouverneur de la région, devait être M. Koungou Ferdinand. On a été obligé de construire les tentes sur la place Idéa pour pouvoir les caser. C'était inédit, hein? Mais c'était, oui. À cette époque-là, je me rappelle, j'avais discuté avec l'actuel directeur de l'Observatoire national sur le changement climatique, le professeur Amougou. À l'époque, on s'est retrouvé dans un séminaire ici à Douala. Il était encore point focal changement climatique au ministère de l'Environnement. Il me parlait de l'effet El Nino. Il m'avait parlé de l'effet El Nino. C'est-à-dire, c'est des moments, c'est une période qui revient, je crois, tous les 5 ou tous les 10 ans, au moment où les vents chauds rencontrent les courants d'air froid, il y a condensation et il y a plus de fortes pluies. Vous comprenez? Donc il m'a parlé que c'était peut-être lié à l'effet El Nino. Sauf que partout ailleurs, les gens se préparent, les gens construisent des drains bien calibrés, bien dimensionnés pour pouvoir contenir les volumes d'eau qui descendent du ciel. Mais si tel n'est pas le cas, évidemment, il y aura inondation automatiquement. Vous écoutez ABK Matin, vous êtes sur ABK Radio évidemment. Notre invité du vendredi, Didier Yimkwa, en l'absence de Sidonie Fikak, à qui on souhaite prompt rétablissement. Les indicateurs semblent passer au vert, en espérant donc qu'elle soit là lundi. On lui souhaite encore une fois de la part de nombreux auditeurs dont on a reçu les messages. Prompte guérison, ma chère Fifi. Fifi d'ailleurs, qui vous aurait proposé, si elle était là ce matin, de revenir sur les risques d'utilisation des emballages vides de pesticides, en nous souvenant du cas d'empoisonnement d'une mère et de ses 3 enfants en Bouddha. Oui, on a eu un même cas, je crois, dans le sud. Une famille, presque toute une famille qui a disparu pour avoir consommé des aliments empoisonnés, c'est-à-dire des aliments qui ont été tachés, je crois, de pesticides. C'est un cas assez sérieux et Sidonie m'a posé, on a organisé une interview sur la manipulation des pesticides. Disais quoi, dans l'économie est en fait, notre économie est basée sur l'agriculture. Par conséquent, nous utilisons énormément de pesticides, d'engrais chimiques, des produits comme les raticides, qui sont, c'est vrai, très très dangereux. D'abord pour
l'environnement, un certain nombre d'entités environnementales. Ça détruit le sol, ça détruit les cours d'eau. Et ensuite, les emballages vides ne devaient pas être manipulés par des mains inexpertes. Vous comprenez? Donc, quand vous allez dans les bassins agricoles, vous vous rendez compte que lorsqu'on a utilisé, par exemple, le DDT, la diadrine, qui ressemble un peu au vin blanc, parce que je me rappelle, à une certaine époque, il y a beaucoup de gens qui sont morts à Bangaté pour avoir confondu ce produit-là, parce que c'est un herbicide, pour l'avoir confondu au vin de raffia. Oui. Parce que la même teinte. La même teinte, ouais, au vin de raffia. Mais c'est des produits très dangereux qui tuent en quelques minutes lorsque vous les avez ingurgités. Donc c'est pour dire que ces emballages vides ne devaient pas se retrouver, ne devaient pas partager nos ustensiles de cuisine, ne devaient pas se retrouver là où l'homme devait passer à tout moment. Et je profite de l'occasion pour attirer l'attention des populations de la ville de Douala qui sont habitués à acheter les emballages vides dans des marchés comme Kouloulou. Quand moi je passe au marché Kouloulou, je vois comment les gens achètent des emballages vides qui viennent des entreprises. Et quand je me rends compte que ces emballages sont lavés, on utilise le savon en poudre pour les laver. Moi, je dis ces bidons-là ne devaient pas, l'usage de ces bidons-là ne devait être bien indiqué, pardon. Donc, on ne devait pas mettre de l'eau potable dans ce type d'emballage. Ah oui? On devait mettre uniquement de l'eau pour nettoyage. Parce qu'à 80%, ces bidons sont utilisés pour emballer les produits chimiques. Je prends le cas des fûts de 200 litres de couleur bleue. Oui. À 80%, c'est des produits chimiques. Généralement, c'est des entreprises qui font dans la chimie, comme SICAM, comme Simpose, ou bien comme Métafrique, où j'étais, qui utilisent ces produits-là. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez ces emballages chez vous, évitez d'y mettre de l'eau à consommer. C'est bien pour réserver de l'eau parce que nous sommes dans une ville où la distribution de l'eau n'est pas régulière. C'est bien de réserver, d'avoir des réserves d'eau, mais il faut éviter d'utiliser ces bidons vides-là pour l'eau potable, pour l'eau à consommer. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'en utilisant le savon en poudre, vous avez enlevé tout le produit, qu'il n'y a pas de résidus qui peuvent polluer ou bien qui peuvent contaminer l'eau que vous allez boire. Moi, j'ai vu des gens confondre boire de l'eau de Javel. C'est-à-dire ils entrent, ils prennent la bouteille, ils boivent. Parce que ils ont confondu l'eau de Javel à l'eau tout court. Et même quand vous avez ce genre de bidon chez vous, vous devez le placer très loin, surtout des enfants ou même des personnes à mobilité difficile. Vous comprenez? Parce que si vous n'êtes pas là, ces personnes peuvent facilement consommer ces produits qui sont des produits qui ont été contaminés. C'est ça. Et périr bien après. J'ai dit, avec vous, on va prendre amorcer la toute dernière ligne droite de l'émission pour autant qu'on ait encore 2 minutes ou 3 minutes devant nous. L'état des routes, justement, au Cameroun. Les récriminations du père de la police, Dieu merci, nous avons évoqué le sujet en entame d'émission avec vous. Le ministre a réagi. Tu sais ce qu'il a dit, non? Oui, il a évoqué un certain nombre, il a dit que c'est depuis 20 ans. Vieillesse. 20 ans. Il a parlé de l'infiltration des eaux. Il a même parlé de la qualité des prestataires. Il a parlé aussi de la qualité des prestataires. Oui. Sauf que ça ressemble un peu à du ponce-pilatisme. Ah oui? Oui. Et qui est-ce qui sacrifie donc? Parce que... Tous ces gens qu'il a cités? Oui, il veut dire que ce n'est pas lui. Tous ces éléments qu'il a cités. Ça, c'est du ponce-pilatisme. Il dit que il veut dire que non, ce n'est pas moi. Quand les routes qui durent depuis 20 ans, c'est une catastrophe naturelle. Tout à l'heure, on a parlé de ça ici, non? Mais lui n'est pas là depuis 20 ans.
Mais il n'est pas là depuis 20 ans, mais on connaît le principe de la fonction publique. Hein. Elle est continue, bien continuelle. Hein. Donc là, il accuse aussi, peut-être pas le Premier ministre, peut-être le président Biya. Parce que c'est des questions stratégiques. Oui, 20 ans, parce qu'une infrastructure routière, après 20 ans, on doit la revoir. Hein. 20 ans, ça veut dire que les populations ont doublé. C'est quelque chose, c'est trivial. C'est une vérité, c'est la palisse. Donc il accuse la vieillesse des routes. Il n'a pas tort, c'est vrai, on en a parlé ici. Il parle aussi des infiltrations des eaux, on en a parlé. Et il a si bien dit que les eaux aggravent ou bien accélèrent la dégradation. Parce que certaines personnes disent que c'est parce qu'il pleut que les routes se gâtent. C'est faux. Parce que les pluies ne sont pas les obus, les pluies ne sont pas les bombes. Si vous construisez les routes sans caniveau et qu'il y a stagnation sur le bitume va se gâter. Et je prends un autre cas, il n'en a pas fait allusion. Il disait quoi, j'ai des photos. Comment on appelle ça, les décharges sauvages des ordures ménagères qui sont entreposées sur des chaussées, qui par endroits même réduisent la chaussée et empêchent aux gens de bien circuler. Mais quand il pleut sur ces ordures ménagères, il y a l'eau noire qui percole le lexivia. Et ce lexivia est très très dangereux, il est nocif, il détruit les bitumes. Après on enlève ces décharges sauvages, vous allez vous rendre compte que le bitume a été dégradé. Mais qui est chargé maintenant de restaurer ce bitume? Qui est responsable de la restauration de ce bitume? Tu vois que la responsabilité est presque globale. La responsabilité doit être gouvernementale. Vous comprenez? Donc, si vous laissez une décharge sauvage sur une chaussée qui réduit la chaussée, il pleut sur ces ordures ménagères, l'eau décompose les quantités biodégradables. Il y a le lexivia, ce qu'on appelle le liquide noir, qui est très malodorant. Et ce liquide noir va détériorer le bitume. Et le jour où vous allez enlever, Isaac va enlever ces ordures ménagères, vous allez vous rendre compte que le bitume est dégradé. Mais qui va restaurer la partie dégradée? Qui est responsable de la partie dégradée? Mais c'est tout le gouvernement. Donc ça veut dire que si depuis 20 ans, on n'a pas pensé à construire une nouvelle route sur Douala-Yaoundé, à faire un boulevard bidirectionnel, la faute, il veut dire que la faute, ce n'est pas lui. Un peu comme le jour le jeté Eno a dit que le délestage, ce n'est pas lui, que c'est le transporteur. Oui. Vous voyez que les gens sont en train d'utiliser les Camerounais comme des petits fainéants. Ça dit, c'est du Ponce Pilati. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Comme des canards sauvages. Mais moi, je pense que le ministre des Travaux aurait pu se taire que de faire ce qu'il a fait là. Oui. C'est très dangereux. Me dire que non, ce n'est pas moi. Les routes sont vieilles. Ça fait 20 ans. Donc, c'est le président bien. Comme quoi, je pourrais même ne pas être là. Oui, ce serait pareil. Les eaux de pluie s'infiltrent. Alors qu'on sait qu'il y a un programme national de d'adaptation au changement climatique qui intègre aussi les travaux publics. Mais il y a même tout un département qui s'occupe du climat là-bas au ministère des Travaux. Il dit que ce n'est pas moi. Maintenant, qui donne les marchés? Il veut dire que ce n'est pas lui qui est à l'origine. Ce n'est pas lui le maître d'ouvrage. Il reçoit de hautes instructions. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il n'est pas comptable de... Voilà. Mais dis-moi quoi, pour rester dans la logique des solutions, parce que s'ils n'en ont pas, nous pouvons leur en proposer. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à des partenariats publics-privés, par exemple, comme ça se fait dans certains pays, où la construction et l'entretien de ces grandes infrastructures routières sont parfois confiés à des entreprises privées par le biais des partenariats publics-privés, justement, et que ces entreprises prennent en charge des travaux et récupèrent les investissements. Parce qu'il n'y aura pas de rétrocommission. Non, qui récupèrent les investissements à travers des contrats de concession ou des péages. C'est le BOT, on appelle ça le BOT. Build Operative Transfer. Donc ils n'auront pas de rétro. Et donc du coup, mais attendez, oui, quand on a vu un BOT, ce que vous-même dites est très grave. Mais oui, je le dis. Mais donc ça veut dire que si on en est là parce que les gens n'ont pas leur rétrocommission. Mais je dis, tu me dis que pourquoi? Je te dis que est-ce qu'ils ne savent pas? Les meilleurs, si tu veux voir les gens qui ont fait des plus bonnes études, les plus grandes études dans les plus grandes écoles qui sont là au Cameroun, c'est des Camerounais. Ils sont au ministère, ils sont dans le gouvernement. C'est à toi de leur parler du BOT, Build Operative Transfer. Et il y a même des Camerounais de la diaspora qui sont capables même de construire des routes et faire du Build Operative Transfer. Mais sauf que quand tu viens faire du Build Operative Transfer, tu viens avec ton argent.
Qui va te demander les rétrocommissions? Eux, ils te demandent les rétrocommissions Donc, parce si que je l'argent vous vient comprends bien, d'eux. ça achoppe parce que chacun à son niveau. Bien sûr, seulement à cause du mapatisme, Ok. comme disait le professeur. On s'est donc compris. Tu connais le professeur là, non? Mapatisme. Oui, le mapatisme, le Oui, philosophe. bien sûr, vous me le dites tous les jours ici. Voilà. Voilà. Et vous me demandez tous les jours si je me Voilà. souviens. C'est à cause du. C'est à Et cause tous les du- jours, je vous dis oui. Oui, le professeur Monondiana. Ouais, Hubert Mononzana. C'est le mapatisme qui tue ce pays. Les rétrocommissions. C'est pour ça qu'ils ne pensent pas au BOT. BOT. Didier quoi, je vous dis merci infiniment Merci Didier d'être passé Boismont. par ici ce matin. Merci. C'était un beau moment en week-end. votre compagnie. Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité.